Salut les devins, c'est Saikyo. Vous vous souvenez, la semaine dernière, dans la review de l'épisode 68 de Dragon Ball Super, je vous avais dit que j'avais adoré cet épisode. Et ben cette semaine, c'est la même chose avec cet épisode 69. Et justement, il est temps et il est l'heure pour moi de vous en proposer la review. Tout le monde le savait, même si vous avez évité les spoils, déjà c'est pas très grave de se spoiler sur des épisodes hors série, que en tout cas le retour de Dr Slump et de Harale allait se produire par le biais de cet épisode 69 de DBS. Et cette fois-ci, on nous promettait un vrai retour. Pas une simple apparition ou caméo comme elle l'a fait la dernière fois, dans l'épisode 43 de Dragon Ball Super également. D'ailleurs tiens, avant d'entamer la review de cet épisode-là, une petite question, d'après vous, pensez-vous que cet épisode restera forcément un hors-série ? Ne pourrait-il pas apparaître dans la série, c'est-à-dire dans le manga papier ? Au premier abord, vous allez peut-être me trouver fou, mais si vous avez déjà vu ma vidéo très récente sur qui est Harale, donc la petite fille robot issue de Dr Slump, vous savez très bien que Harale est déjà apparu de manière canon dans Dragon Ball. Et si par exemple vous ne me croyez pas ou vous ne vous en rappelez pas, tout simplement allez voir les chapitres 80 à 81 de Dragon Ball, dans l'affrontement contre le Général Blue de l'armée du ruban rouge, et vous verrez très bien que Harale fait une apparition purement canon, et qu'elle a également été adaptée dans l'anime correspondant à ce passage. Donc concrètement, Harale est canon. Dr Slump c'est du stupide, c'est du loufoque, c'est du grotesque, mais étrangement, elle a été canon le temps de quelques chapitres. Et donc, ma question est, si nous sommes dans une période de hors-série, pourquoi ne pas voir cet épisode-là adapté en manga ? Ce qui ferait très plaisir aux fans japonais. Donc je me permets une nouvelle fois de vous renvoyer vers ma vidéo qui est Harale, parce que je détaille tout ça, mais les japonais adorent réellement Dr Slump. Ça n'a pas été concrètement adapté en France, ou même dans d'autres pays, mais au Japon c'était un vrai carton. C'est le premier succès de Toriyama. Avant de faire du manga où il y a de la baston, et encore que dans Dragon Ball il y a aussi de l'humour, mais en tout cas, sachez que Toriyama a toujours été spécialisé en gag manga et que son succès commercial premier est Dr Slump. Et également artistique, bien sûr. Alors peut-être que le fil de cette review vous aidera à prendre une décision, ou peut-être que vous l'avez déjà, donc n'hésitez pas à mettre sur pause et laisser un commentaire vis-à-vis de cela. Mais en tout cas, je me dis que cet épisode-là, après l'avoir vu plusieurs fois, parce que je vois chaque épisode plusieurs fois, ça ne me semble pas bête qu'il soit adapté en manga. Peut-être avec quelques petits changements, et encore, il n'y en a même pas à faire. Dans une période de transition entre deux ennemis, c'est fort possible qu'on ait au moins un chapitre spécial, dédié à Harale et Dr Slump. Et si vous voulez mon avis, ça serait une très belle idée, car l'épisode était très réussi. Et justement, cet épisode, parlons-en, qui nous a mis dans l'ambiance très directement, avec le fameux soleil qui se brosse les dents, très typique de Dr Slump, le fameux cochon qui a annoncé, et ça c'était une belle surprise pour moi, que Harale allait faire son retour dans cet épisode de Dragon Ball Super, et directement on a vu Harale derrière. Et ils nous ont balancé le vrai thème de Dr Slump, celui de la série animée originale. Honnêtement, j'avais plus l'impression de regarder un épisode de Dragon Ball, j'avais l'impression de regarder un remaster, un remake, un reboot peut-être de Dr Slump. Et ce fut un très grand plaisir pour moi. Le thème balancé de Dr Slump ne vous a peut-être pas rappelé grand chose, pour certains ça a été de grands souvenirs, et ce fut également le cas pour moi. Que de nostalgie là-dedans, que je dirais même d'émotion en écoutant cela, car bien sûr Dr Slump n'a pas bercé mon enfance ni ma vie comme a pu le faire Dragon Ball, mais Dr Slump fait partie de mes animés favoris de mon enfance. Ma période Club Dorothée, car j'ai eu la chance de pouvoir connaître un peu cet âge d'or du manga VF en France, etc. Vraiment, ça m'a bercé à ce niveau-là. Dans le Club Dorothée, on avait un peu à boire et à manger, même s'il y avait beaucoup de très bonnes sélections d'animés. Et c'est vrai que dès le début, le contexte a été posé, tous les personnages sont là. Qu'ils soient secondaires ou principaux, les petits anges Gachan, ils sont là. Enfin, il est là, je crois qu'on l'appelle au singulier dans Dr Slump. Gachan est là. Obochaman est là aussi, le mari de Harale, qui, je vous le rappelle, malgré son visage assez mignon, a été conçu d'après les mêmes modèles que Harale, pour en faire une version masculine et se marier avec, avoir un enfant et tout ça. Un peu comme son compagnon. Et la joie de vivre que transporte ce personnage-là, d'accord, ce n'est que de l'animation, et en plus c'est des dessins, et en plus ce n'est que de l'animation d'un personnage robotique. Mais malgré tout, cette petite fille androïde est source de joie de vivre rien qu'en la regardant. Et je vous le dis directement, les devins, que vous ayez vu ou pas cet épisode, il faut vous enlever tous les préjugés, tous les préfondés, toutes les bases que vous avez en tête concernant le manga et l'anime Dragon Ball. Faites-les tomber immédiatement, car là on rentre dans le contexte du gag manga, de l'humour, du comique et du grotesque. Là, on n'est plus là pour faire des débats de puissance et pour avoir des chorégraphies de combat millimétrées. Non, ce n'est plus du tout l'objectif. Pour voir cet épisode-là, vous n'avez pas besoin d'un écran 4K ou Full HD, vous avez simplement besoin de vous munir de votre humour et d'un second degré extrême. Une fois que vous avez ça, vous êtes prêt pour le comprendre, prêt pour l'apprécier à sa juste valeur. Et ça n'a pas manqué de commencer avec, et bon, je vous mets vite fait dans le contexte, avec la fameuse remise de prix
pour qui sera le meilleur scientifique, dans lequel bien sûr Bulma était nominé et qualifié. D'ailleurs Vegeta nous a tombé son plus beau costard pour l'occasion, idem pour Trunks si on va reparler de lui. Et bien sûr le père créateur de Arale Norimaki, à savoir Senbei Norimaki, soit le Dr Slump, est également qualifié pour ce titre-là. En sachant, rappelez-vous, dans ma vidéo spéciale Arale, je vous avais dit que Senbei Norimaki était même plus intelligent et plus reconnu en tant que scientifique que Bulma elle-même. Et c'était logique pour moi de le voir gagner face à Bulma. Ceci est très loin pour moi d'être une incohérence. D'ailleurs, je sais pas si j'en reparlerai plus tard dans la review, mais au moment où le Dr Slump a gagné le prix, on a très bien vu que Bulma n'était pas en rône, elle n'était pas mécontente, elle a très bien compris, et elle était contente pour son concurrent. Et phase grotesque en approche, mais qui m'a plu, c'est celle avec Goku, faisant le gardien de sécurité, sous la pression de sa femme Chichi qui lui a dit que Mister Satan lui a trouvé un emploi. C'est vrai que voir Goku faire du gardiennage de la sécurité, c'est assez étrange, surtout au niveau de mortel. On se dit même que s'il retient pas sa force, il pourrait faire très très mal à un humain. Mais bien sûr, c'est pour le mettre en situation, dans une situation comique, et ce fut réussi. On a très bien vu que Goku ne se sentait pas à sa place, il ne se sentait pas bien du tout avec sa coupe de cheveux, qui d'ailleurs ne m'a pas déplu du tout. Je vais essayer de vous trouver les concept art qui ont été diffusés par l'Ato Animation vis-à-vis de cela. Mais le voir comme ça, je crois que ça n'a même pas duré 2 minutes dans l'épisode. Oui, là je signe directement, je dis d'accord. Dans un épisode hors série, crossover Dr Slump, Goku fait du gardiennage pour gagner son pain, pour ramener quelque chose à manger sous la pression de sa femme, ça fait quand même beaucoup de conditions pour cela. Le voir dans cet accoutrement bien sûr c'est relatif vis-à-vis de son Doogie habituel, et le voir avec cette coupe de cheveux assez différente, bien qu'elle garde beaucoup de pics, on voit que les cheveux Saiyajin restent en pique, vous avez beau lui mettre autant de gel que vous voulez, ça lui faisait une bonne tête de Superman. Quand il se balade en costume, qu'il est un peu en Clark Kent et tout ça, et qu'il a le gel, les cheveux bien plaqués et tout ça, c'était un peu similaire à Superman. Sauf que au lieu de déchirer le devant de son costume pour laisser apparaître le S de Superman, et ben là on a Goku qui a levé les bras et qui s'est déchiré le costume sous les aisselles, qui n'était pas forcément sous-taillé, j'ai vu des blagues sur les forums vis-à-vis de cela. Mais tout simplement pour signifier le fait que Goku aime être dans son Doogie, qui est ample, sans être trop grand ni trop petit, qui est parfait pour lui pour combattre, pour se mouvoir, et pour permettre à son agilité de se mettre en place. Tandis que dans la vraie vie, si vous avez déjà porté des costumes, ou des vêtements un peu de ce type-là, vous avez beau prendre des trucs à votre taille, vous vous sentirez toujours serré des épaules et tout ça. Moi-même, c'est un reproche que je fais à ce type de vêtements, dans le sens où je me sens toujours serré au niveau du dessous des épaules, etc. Des omoplates, c'est toujours serré. Et là, je suis content de voir que Goku pense et vit la même chose. Bon, comme je vous ai dit, la remise des prix avec Bulma qui n'est pas même contente de ne pas avoir gagné le prix. Et d'ailleurs, le prix qu'il a gagné, je parle du Dr Slump, du Dr Senbei Norimaki, m'a l'air tout simplement mérité. Il a inventé une machine assez spéciale qui, à partir de rien, peut construire n'importe quoi du moment où vous le désirez et vous l'imaginez au plus profond de vous-même. Pour le Dr Slump, ça aurait été un magazine pervers, ce qui n'est pas étonnant du tout vis-à-vis de l'auteur, à savoir Akira Toriyama, qui fait toujours des blagues autour de cela. Et d'ailleurs, mention spéciale à la tête de beau gosse que nous a fait le Dr Slump, ce qui arrivait déjà souvent dans l'œuvre originale. Pour Mister Satan, lui, ce n'est pas tellement les filles qui l'intéressent, on sait que oui, mais c'est pas un gros pervers de la série. Lui, il est tellement centré sur lui-même, égocentrique et il s'aime, il s'adore, qu'il a voulu un porte-clés de lui-même en mode champion, avec la cape et la ceinture. Et j'ai beaucoup également aimé ce passage-là. Mais ce qui m'a plu encore plus derrière, c'est le retour du docteur Mashirito, qui est mort dans la série originale Dr Slump, et d'ailleurs la série s'en est très bien moquée, parce que Dr Slump c'est une série, et vous avez dû le remarquer dans cet épisode 69 de Dragon Ball Super, qui se la joue un peu comme le comics ou le film adapté du comics Deadpool. À savoir que le personnage, et ici les personnages de Dr Slump, ont souvent conscience qu'ils sont des personnages de manga, d'anime, et que l'auteur joue avec cela. Comme par exemple de voir le Dr Slump prendre le tome 16 de Dr Slump et voir que le Dr Mashirito est mort dedans. Le Dr Mashirito, qui est le rival éternel, on va dire, de Senbei, est mort après de multiples tentatives pour s'en prendre à Arale, pour s'en prendre au Dr Slump lui-même. Et fait très intéressant, c'est que le fait de le faire venir depuis l'enfer comme ça sous mode fantôme n'est pas anodin. Le voir en fantôme vous a fait sûrement penser au fait que les fantômes sont assez courants dans Dragon Ball. Dans le monde des morts, il y a les âmes qui ont un aspect fantomatique, où on en a vu beaucoup, aussi dans le film Gogeta Janemba. Mais sachez qu'en toute fin de série Dr Slump, le professeur Mashirito était apparu dans le monde des morts sous cette forme-là de fantôme, d'esprit, d'âme, et avait dit justement qu'il viendrait se venger,
qu'il ferait son retour. Alors ça a mis pas mal d'années avant qu'il le fasse. C'est vrai qu'entre-temps, dans certains reboots ou remakes, on a eu aussi le fils du Dr Mashirito, qui a inventé une sorte de Harale bis qu'il appelle Abale, pour justement être le revers méchant de Harale. Mais c'est vrai que cette version fantomatique du Dr Mashirito nous avait été teasée il y a cela des dizaines d'années. Et je vous le dis, durant cet épisode, on n'a pas cessé de monter sur l'échelle du grotesque. À savoir que le Dr Mashirito nous annonce qu'il a drogué les deux petits anges Gachan et Harale. Ce qui semble vraiment loufoque de pouvoir droguer un robot, un androïde. Normalement, elle ne devrait pas être atteinte par diverses drogues. Il aurait pu modifier ses circuits, insérer une pièce, mais non, on est dans un manga comique. Donc on s'en fout de la logique, et là ce qui marche c'est l'humour. Donc on s'en fout complètement de la logique une nouvelle fois, c'est ce que je vous disais en tout début de review, et c'est comme ça qu'il faut aborder l'épisode, et ne pas se dire que c'était incohérent, ne pas se dire que c'était mal fait, pourtant vous me connaissez. J'en suis à près de 80 vidéos sur la chaîne, et dans chacune où je parle de Dragon Ball, je suis toujours très précis, du moins j'essaye d'être le plus précis possible, et de viser les incohérences, de voir comment on aurait pu faire mieux. Mais là, j'ai pris tout ça, je l'ai jeté par la fenêtre et je l'ai oublié pendant 20 minutes d'épisode. Allez, 22 avec la prévue du suivant. En tout cas, sous l'effet de cette drogue, Harale et Gachan ne sont pas devenus méchants, ils sont devenus beaucoup plus joueurs qu'ils ne l'étaient. Et vous avez dû remarquer quelque chose d'assez étrange, dans le sens où le docteur Mashirito ne cessait de répéter le mot rejet ou rejette, le mot rejet ou rejette, également pour Harale une fois qu'elle était droguée. En fait, c'est parce que Akira Toriyama, au moment où il était dans sa forte période gag manga, qui n'a jamais abandonné durant toute sa carrière, même durant Dragon Ball. Mais Dr Slump en a été son apogée, son paroxysme. Et durant cette période-là, Akira Toriyama aimait énormément parodier et caricaturer les personnes de son entourage dans la vraie vie. Et ce qu'il a fait par cela, par le biais du professeur Mashirito, c'est qu'il a parodié son premier éditeur, à savoir Kazuhiko Torishima. Dans le sens où quand vous proposez votre travail à un éditeur, il rejette ou il accepte. Et le fait que Mashirito répète le mot rejet, ça symbolise un peu l'éditeur qui vient voir vos œuvres et les bafoue d'une seule main. Rejet, voilà. Planche 1, rejet, planche 2, rejet, case 2, rejet. C'est un peu ça qu'il a voulu faire mentionner. Alors d'accord, c'est presque une blague un peu personnelle et privée, mais en tout cas maintenant vous savez, et vous savez comment mieux la comprendre. En voyant tout ce bordel qu'a causé Harale dans la salle des événements, Mister Satan se rend très bien compte que Vegeta reste impassible et il continue ses petites manigances où il dit à tout le monde de sortir pour qu'il s'occupe de la menace. Bien sûr, ce n'est pas lui qui va le faire, il va s'adresser à Vegeta pour le faire. De manière très drôle, Vegeta demande à sa femme, du moins lui jette un regard pour lui demander cela, pour savoir s'il peut s'occuper de Harale. Ce qui est assez drôle qu'il lui demande son accord, car Harale a déjà foutu le bordel complet. Je ne vois pas ce que Vegeta pourrait casser de plus que n'a pas cassé déjà Harale ou Gachan. La cérémonie est complètement déjà ruinée. Et durant ce combat-là, Vegeta le prend vraiment à la rigolade. Il voit que Harale a des capacités supérieures. Il ne se pose même pas vraiment pour le moment la question de savoir pourquoi ou comment, mais il veut mettre un terme à cela. Et au contraire, il aime bien toujours se faire un petit bon combat, donc pourquoi pas. Aussi absurde que cela puisse paraître. Et on ne voit pas le détail de ce combat-là, mais la transition nous permet de revenir sur notre Goku à l'ancienne, dans son dogi et sa coupe de cheveux que l'on connaît, et de voir un Vegeta virevoltant à travers le mur, commençant à se faire défoncer par Harale, mais ce combat-là est entrecoupé des retrouvailles entre Harale et Goku. Les deux ne se rappellent pas l'un de l'autre au départ. Vous remarquerez d'ailleurs que Harale, malgré qu'elle soit un androïde, a un comportement très humain à chaque fois. Normalement, vous allez me dire, un androïde n'a pas besoin de fouiller dans sa mémoire pour se rappeler de quelqu'un, mais là oui, c'est le cas. Et à vrai dire, on avait des effets comiques très entrecoupés à chaque fois. Dans le sens où, par exemple, je vous cite directement un exemple, on avait Vegeta qui vient de se faire défoncer, et directement ça a été coupé par les retrouvailles entre Goku et Harale, qui étaient assez drôles. Et d'un coup, on a été encore entrecoupé par des scènes entre le Dr Slump, le Dr Mashirito et Kid Trunks, qui essayaient de sauter sur lui, de l'attraper, de le maîtriser pour qu'il mette un terme à ses agissements. Et directement après, on est revenu sur la scène avec Goku et Vegeta. Vous voyez beaucoup de petites scènes qui font que l'humour marche, n'est pas redondant, ne se répète pas, et n'est pas trop lourd. Et j'ai trouvé que c'était très bien de le jouer comme ça. Ça nous permettait de nous tenir en haleine sur un épisode dont l'intrigue n'est pas folle, on s'en fout au final de comment ça va se terminer, mais grâce à ces mini-intrigues humoristiques à court terme, ils ont réussi à nous tenir tout le long des 20 minutes d'épisode. Vegeta se rend alors compte qu'il a affaire à un personnage de gag manga, ce qui est très drôle, rien que Vegeta dire ça. Rien que d'entendre et de voir Vegeta dire ça, c'est très drôle de savoir que Vegeta a été mis et converti, on va dire, en mode Dr Slump, où lui-même a conscience d'être dans un animé, dans un manga, ce qui n'était jamais arrivé. Et pour moi, c'était tout autant déroutant que appréciable à regarder. Ayant conscience de cela, Vegeta tente d'augmenter son niveau de pouvoir et de puissance
pour se faire Arale. Il l'envoie valser dans un coin et en une seconde, elle fait le tour de la Terre et elle revient directement sur Vegeta. Vegeta se rend encore plus compte de l'absurde et rappelez-vous, dans ma vidéo qui est Arale, j'avais dit l'humour se fiche complètement des débats de puissance. Et vous voyez clairement que cela s'est produit. Je m'y attendais pleinement à ce que les débats de puissance soient foutus à la poubelle. Et en fermant bien le sac et en refermant bien le couvercle de la poubelle. Parce que c'est comme ça fait partie des codes du gag manga et ça fait partie des codes du gag manga que Toriyama aime utiliser. C'est comme ça qu'il faut apprécier son œuvre. Et même si ça vous fait chier, même si ça vous emmerde, même si ça vous fait mal de voir Vegeta dans cette position-là, de vous dire c'est toujours Vegeta qui prend et tout ça, mais après Goku reste Goku, donc forcément on ne pouvait pas avoir un Goku qui se fait ridiculiser et un Vegeta qui allait mettre un terme à la menace entre guillemets Arale, bien qu'au final ça n'aura été aucun des deux, mais on va dire que Vegeta a été bien plus humilié que Goku ne l'a été. Mais justement, le fait d'avoir Vegeta qui se fait humilier dans cette situation-là renforce le comique comparé à Goku. Goku est déjà comique de base. Goku, dans la période de paix, quand il n'est pas sérieux, justement, je viens de le dire, il n'est pas sérieux. Donc, il est assez drôle, il est assez léger et insouciant. Et Vegeta, même en période de paix, il a toujours le visage assez serré, le regard assez dur, assez froid, et on a l'impression que ce gars-là est toujours de mauvaise humeur. Et c'est ça qui fait que l'humour est réussi. C'est de le voir se faire ridiculiser, c'est de le voir utiliser des failles de gag manga quand il dit « Regarde là-bas, il y a un ovni », et qu'il en profite pour mettre un coup de pied à Arale. Et pour moi, ça n'a pas été rabaissant de voir Vegeta dans cet état-là. Bien sûr, si c'était un épisode simple, hors série de Dragon Ball, et qu'un ennemi lambda, inconnu, arrive et se tape contre Vegeta et le ridiculise comme ça, là, j'aurais crié au scandale. Mais là, non, c'est Arale, c'est Dr. Slump. Ça aurait pu être Végéto Super Saiyajin Blue en face de elle, que pour moi ça aurait été la même chose. Et même, dites-vous que la pauvre Arale revient, visiblement, et encore ça on peut en discuter, uniquement pour le temps d'un épisode, bien qu'il est possible qu'il tente de relancer la série animée ou manga. On peut se poser la question à très juste titre, car je pense que cet épisode-là a été très bien accueilli par les Japonais. Mais, en tout cas, en se disant qu'elle revient un épisode, on n'allait pas avoir une Arale qui allait être mise en dessous vis-à-vis de la Team Z. Comment valoriser son retour si elle vient et qu'elle se fait défoncer? Ça n'a aucun sens. Imaginez que Vegeta lui mette une gifle et que c'est fini, ou que Goku lui mette un coup de poing ou un Kamehameha et qu'elle soit cramée. Beaucoup de fans de Dragon Ball seraient contents, mais réellement ça serait très décevant. Et là, ça serait vraiment Arale qui serait ridiculisée. D'ailleurs, Arale a eu ses moments de faiblesse dans l'épisode où elle perd sa tête, ce qui est très typique de elle-même. On sait que c'est pas grave, mais quand même en soi, elle s'est fait démonter la tête, ce qui prouve qu'elle a reçu un choc assez violent pour que ça arrive. Mais il fallait lui accorder une dominante particulière pour qu'elle ait sa place dans l'épisode. Accordons-lui ses 20 minutes de gloire. Comme par exemple le moment où elle a fracturé la Terre, elle a pété la Terre en deux, et elle l'a fait avec un grand sourire. Ça, je vous en avais déjà aussi parlé dans ma précédente vidéo sur Arale. C'est quelque chose dont elle est capable à volonté et très facilement. Vous avez vu, regardez le sourire qu'elle fait. Son coup de poing contre la face de la Terre a l'air super léger. Et comme le redit Vegeta, l'aspect grotesque du gag manga ne cesse de s'amplifier et il ne peut rien faire contre cela. Et il ne peut rien faire à tel point qu'il va se prendre le même châtiment, je dirais, que le Général Blue à l'époque. Et Vegeta va se prendre un coup de tête monstrueux de la part de Arale. Une nouvelle fois, vous avez très bien compris, je vais pas vous répéter l'explication, mais je trouve cela très logique. Mais bien sûr, la discussion est toujours ouverte. C'est pas parce que je vous donne mon avis que je suis très sûr ou voire même convaincant vis-à-vis de cela que j'essaie d'imposer une quelconque vérité. Vous êtes tout à fait libre de venir en discuter avec moi dans la zone commentaire, de me dire ce que vous en pensez. Si vous êtes assez jeune, si vous avez démarré Dragon Ball assez tardivement, peut-être récemment, peut-être que votre passion pour Dragon Ball est née il y a que quelques semaines, et alors où est le mal? Il y a bien un début à tout. N'hésitez pas à venir en discuter, c'est bien de recueillir tous les avis. Mais en même temps, j'espère que les idées que je vous apporte durant cette vidéo et celles que j'ai apportées durant ma vidéo qui est Arale vous sont utiles pour remettre tout ça dans le bon contexte. Pour vous dire, ah oui, au premier abord, j'avais vu ça comme un mauvais épisode qui ridiculise les héros de la Team Z et je comprenais pas pourquoi. Mais finalement, vis-à-vis de ce qu'il vient de me dire, je comprends. Même si je suis pas d'accord, je comprends pourquoi Arale est mise en avant comme ça, pourquoi le Dr. Slump est plus intelligente que Bulma, je comprends. Voilà, je n'espère pas de vous d'être d'accord, mais au moins de comprendre la situation et de comprendre les conditions de cette situation. Bon, et quand même, autour de Goku de se confronter à Arale, il est le héros de Dragon Ball, ne l'oublions pas, donc c'est normal qu'il passe en dernier, une fois que Vegeta a eu son compte. Goku, il va direct en Super Saiyajin Blue, et justement, pour moi, le fait d'utiliser le Super Saiyajin Blue directement permet une nouvelle fois d'amplifier l'effet comique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Goku de base a déjà un caractère comique, ou du moins assez drôle dans l'ensemble. Alors le confronter à Arale est toujours une bonne rencontre, mais ça manque un peu de piquant humoristique.
Du coup, on va compenser le fait que son caractère soit déjà débile en augmentant son pouvoir au maximum, chose que Vegeta n'a pas fait. Car Vegeta, rien que par son caractère, pouvait justifier l'effet comique de la situation, pas besoin de l'augmenter en puissance. J'espère que vous m'avez suivi sur cette explication un peu bizarre, mais tout cela me semble faire sens. Et on a une confrontation de Kamehameha, Super Saiyajin Blue, face au Encha Canon de Harale. Je vous écris l'orthographe sur l'écran. Après, je sais plus vis-à-vis de la VF et tout ça ce qu'ils utilisaient. Mais étant donné qu'il y a eu peu de traduction officielle de cette œuvre-là, du coup, je me suis basé sur pas mal de versions anglaises quand je regardais, que j'ai regardé plus tard, parce que j'ai regardé enfant dans le Club Dorothée, mais j'ai regardé toute la série plus tard, quand j'ai grandi, et je me suis basé sur des trades anglaises qui parlaient de Encha Canon. C'est l'espèce de vague déferlante d'énergie que fait Harale par sa bouche. Un peu comme l'attaque de Rikum dans Dragon Ball Z, et pas que lui, Boo, Gotenks, enfin beaucoup de monde. Bulma tente pour de bonnes raisons de faire intervenir Beerus dans l'histoire, mais il est déjà en train de dormir et Whis mentionne que quand il vient de s'endormir, même lui ne peut rien faire pour le réveiller. Et en plus de cela, chose très intéressante, qui a apporté de la cohérence de fond vis-à-vis de l'œuvre Dragon Ball, mais non pas de ce crossover, qui nous disait que Beerus n'interviendrait pas pour si peu de raisons. Et j'ai bien aimé cela. Le fait que Beerus n'interviendra pas s'il n'y a pas de bonnes raisons. Il faut bien se mettre en tête que ce n'est pas parce que la Team Z est en danger que Beerus interviendra, du moins pour l'instant. C'est vrai que peut-être que vers la fin de Dragon Ball Super, le simple fait de les voir en danger le fera intervenir, car il sera devenu bien ami, si je peux m'exprimer comme ça, avec Goku, voire même Vegeta et tout ça, et qu'il interviendra un peu plus pour les garder en vie avec lui. Mais à l'heure actuelle, et pour pas mal d'épisodes de chapitres à venir de Dragon Ball Super, ne vous attendez pas à voir Beerus intervenir sans raison impliquant les lois divines, impliquant un univers, impliquant son univers, ou des menaces directes envers de lui ou de Kaioshin. Tant que ça n'atteint pas tout cet équilibre-là, la bande à Goku peut mourir, il ne bougera pas. C'est pour ça qu'il a fallu l'amadouer et l'appâter avec de la bouffe. On a eu quelques transitions encore vers le Dr Slump qui a essayé de générer l'espèce de Kakarose, de crotte rose, je sais pas comment vous voulez l'appeler, mais c'est ça, qui est typique du manga Dr Slump et avec laquelle Harale aime beaucoup jouer. Ça l'occupe pendant pas mal de temps. Et au moment où Goku et Harale allaient se faire des attaques magistrales de ki, multipliées par 100 d'après les dires de Harale, Goku n'était même pas sûr de pouvoir suivre. Eh bien, on a eu droit à la fameuse scène de Trunks qui nous a fait penser à une ellipse la semaine dernière, et je vais en parler. Et en fait, on s'est dit tout ça pour ça, c'était juste Trunks qui était en train de porter la mère de Rose sur son bâton. Et on s'est beaucoup enflammé autour de cela vis-à-vis d'une ellipse. D'ailleurs, ma vidéo est toujours sur la chaîne et je ne suis pas prêt de la supprimer. Parenthèse ultra courte vis-à-vis de cela, vis-à-vis de cette ellipse, d'accord, elle n'a pas eu lieu, d'accord, ma prédiction ne s'est pas réalisée, mais en tout cas, pour ceux qui ont eu l'esprit moqueur en zone commentaire vis-à-vis de cette vidéo, j'aimerais dire rapidement 2-3 choses, sans vous prendre la tête. La première, c'est que si vous écoutez attentivement le début de la vidéo, vous y entendrez que je dis directement, j'annonce les faits, comme quoi je ne suis pas d'accord avec cette prédiction-là de base, que j'y suis réticent, ce sont mes mots. Mais qu'en analysant les faits de la preview de l'épisode 69, je pouvais en dégager une ellipse. Seconde chose, j'assume concrètement ce que je dis dans chacune de mes vidéos. Et j'assume encore à ce jour le fait d'avoir prédit une ellipse. Qui d'ailleurs pour moi ce n'est que partie remise, ce n'est pas dans cet épisode-là, ça arrivera dans un autre, forcément. Si je l'assume, c'est parce que dans cette vidéo-là, j'ai fourni un travail précis, un travail de recherche, et un travail que j'ai beaucoup aimé faire et que j'ai adoré vous proposer. Et à ce jour encore, si vous me laissez des commentaires sur cette vidéo-là, je serai très heureux d'y répondre. Et je l'assume parce que sur ma chaîne, j'ai pour objectif de prendre des risques. De prendre des risques tout en restant cohérent. C'est que d'accord, cette ellipse n'a pas eu lieu, mais qu'est-ce qui fait qu'elle n'aurait pas pu se produire? Quand on se fie aux éléments que j'ai donnés dans ma vidéo spéciale Une ellipse, dans l'épisode 69, de tous les éléments cités, qu'est-ce qui ne fait à ce jour pas sens? C'est simplement que le futur ne s'est pas tourné de la manière dont je l'ai vu. Mais cela aurait pu se produire en toute cohérence. Donc c'est vraiment dans chaque vidéo un travail assumé, un travail vérifié que je vous propose. Et tout simplement j'assume parce que cette prise de risque, je l'aime. C'est ce que j'adore faire sur ma chaîne, c'est ce que je ferai toujours. Les abonnés pourront vous le confirmer en zone commentaire. Les nouveaux spectateurs, je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne et vous verrez que même dans mes plus anciennes vidéos, j'ai toujours pris d'énormes risques. Tout simplement car je me dis qu'il ne sert à rien de venir sur YouTube pour vous parler de sujets qui sont déjà connus, qui sont déjà validés. Mais après, ça me servirait à quoi de venir entre guillemets théoriser ou spéculer sur des choses qui sont déjà préétablies? Ça va servir à quoi concrètement? Disons que quand c'est trop facile, ça m'intéresse pas. Et je pense que quand c'est trop facile, ça vous intéresse pas non plus. Vous le savez déjà, vous l'avez déjà vu aussi bien que moi, pourquoi je vais venir vous le répéter? Vous faire perdre votre temps et perdre le mien également, ça ne sert à rien.
Donc autant discuter sur des sujets où il y a quelque chose, où il y a matière à réfléchir, où vous-même vous pouvez devenir des devins et proposer vos prédictions. En tout cas, c'est une nouvelle fois à votre compréhension que je fais appel, et d'apaiser un peu certains propos en zone commentaire, qui n'ont que pour objectif de la provocation très très simple, face à laquelle je répondrai toujours en proposant des vidéos toujours aussi travaillées, toujours plus travaillées, avec toujours de plus en plus de prise de risque du moment où cela reste cohérent. Voilà ma réponse. Bon, ne traînons pas plus sur la review, mais c'est vrai que plus je crée des vidéos, plus j'adore venir vous parler, c'est fou mais c'est super bon. En tout cas, le dénouement de cet épisode-là aura été la création d'un Genki-dama de la nourriture. Quel rêve, j'ai envie de vous dire, surtout pour moi qui adore manger. Et je pense ne pas être une exception à ce niveau-là. Quand je parle de Genki-dama de la nourriture, c'est que Bulma a eu une idée assez drôle d'utiliser la caméra qui était là, présente des télés et des journalistes, pour demander à tout le monde de réfléchir à la meilleure nourriture à laquelle ils peuvent penser, et d'agréger, de concentrer tout cela dans la nouvelle machine, dans la nouvelle invention du docteur Senbei Norimaki, afin de créer quelque chose capable de réveiller, d'attirer, et de faire venir directement sur Terre Beerus pour qu'il s'occupe du cas Harale. Et il faut dire que cela fut très très intéressant de la part de Bulma d'avoir eu cette idée-là. D'ailleurs, on a vu beaucoup de complémentarité entre le docteur Norimaki et Bulma durant cet épisode-là, dans le sens où il pouvait lancer une idée et Bulma la compléter, ou inversement. C'était assez drôle, c'était assez convaincant de voir cela, même si c'était pas très appuyé, c'était assez subtil. Mais en tout cas, cette arrivée de Beerus a pu calmer les tensions entre Goku et Harale, qui allaient donner leur puissance max, ce qui faisait sûrement référence au titre de l'épisode, la destruction de la Terre, car déjà elle venait de fendre la Terre en deux. Bien sûr, ne vous demandez pas comment cela sera recollé, c'est Dr. Slump, la Terre a été fissurée et recollée de nombreuses fois sans que l'on sache comment. Beerus est alors arrivé, très intrigué par cette sorte de petit bonbon qui ressemble un peu au bonbon que Majin Buu était capable de créer. D'ailleurs, Végéto ressemblait à ça quand il était sous forme de bonbon, mais rien à voir bien sûr. C'est juste que tous les esprits de tout le monde sur la Terre, ou du moins de tous les spectateurs de l'émission, ont pensé à une forme de nourriture différente, à des goûts différents, et que la machine a galéré un peu pour le faire, mais l'a créé, et il lui a donné une forme alors commune, un aspect peu appétissant, et a rassemblé presque tous les meilleurs goûts du monde en un pour former un goût nouveau et magistralement bon. Le docteur Mashirito est venu perturber cela, et Beerus l'a Hakai direct. Ce qui a été très cool, c'est d'entendre la bande-son du Hakai qui a été mise en fond. Et c'était très bon, même si bon, ça nous a rappelé la scène de Zamasu, et là ça n'avait pas du tout la même classe ni la même ampleur. Mais on peut se dire alors qu'ils en ont concrètement fini avec le docteur Mashirito. Le Hakai de Beerus, comme l'a dit Whis, peut détruire tout le monde, fantôme ou pas, et qu'il vient de lui détruire son âme. Après, on est dans un gag manga, et difficile de savoir qu'est-ce qui primera entre l'attaque ultime du dieu de la destruction ou l'humour ultime de Dr. Slump. J'ai presque envie de pencher pour l'humour de Dr. Slump et se dire que si un jour Dr. Slump est amené à se poursuivre, à être relancé, qui sait, que l'on puisse avoir un retour tout de même du Dr. Mashirito. Beerus alors est complètement fou devant ce goût magique, et Beerus fait son espèce de danse de la victoire que vient perturber Harale en le traitant d'énorme chat, ce qui le met en rogne. J'ai beaucoup aimé la façon dont Beerus repousse tout le monde en faisant sortir son ki. Même Goku d'ailleurs se fait repousser. J'ai beaucoup aimé cette scène-là. Elle a duré, je sais pas, 2 secondes, 1 seconde. Mais j'ai beaucoup aimé la supériorité du dieu de la destruction s'affirme. Et il dit qu'il ne laissera personne perturber ce moment de joie, ce moment d'exaltation. Et il est sur le point de détruire Harale. Ceci sera bien sûr coupé. On ne va pas tuer le personnage de Harale, le docteur Mashirito pourquoi pas, mais Harale non. Alors ceci sera bien sûr perturbé par Beerus qui commence à avoir d'énormes problèmes gastriques, comme quoi même les dieux de la destruction peuvent avoir des problèmes gastriques, ce qui n'est pas sans rappeler non plus les problèmes qu'avait Super Buu à l'époque, du même genre, pour preuve que Akira Toriyama remue souvent les mêmes leviers scénaristiques et humoristiques. Alors vous avez très bien compris que cela permettait à Harale de ne pas mourir et de faire en sorte que Beerus s'en aille. Il y a toujours des petits moyens pour s'en sortir sur le déroulement de l'histoire. Après, une chose que l'on pourrait se demander, est-ce que Beerus aurait gagné face à Harale ? Le débat n'a pas de sens, j'ai pas cessé de vous répéter durant toute cette review que justement les débats de puissance fallait les oublier. Après c'est très compliqué de juger et c'est pour ça que la situation ne s'est pas poursuivie. Ils auraient très bien pu faire Harale qui s'en sort face à Beerus et ça aurait été très drôle. Mais en même temps pour nous, pour la poursuite de Dragon Ball Super, ça aurait été frustrant de se dire que Beerus n'en est pas venu à bout. Alors ils ont préféré couper la scène d'une manière autre, bien sûr en laissant Harale vivante, ou en état de marche comme vous voulez, et de voir tout le monde se séparer sur cela, sur un Beerus affecté par ses maux de ventre. Donc pour moi, le fond de pensée de Toriyama, de la animation d'un peu tout le monde, ça aurait été de faire en premier temps gagner Harale. Mais pour garder de la cohérence de fond dans la poursuite de l'œuvre Dragon Ball Super uniquement, il valait mieux en rester sur une sorte de confrontation un peu stérile. Il venait déjà de Hakai et le docteur Mashirito, et ne pas rentrer dans le débat à devoir en départager un ou l'autre.
Que Harale mette une raclée à Vegeta, ça passe. Qu'elle en mette une à Goku, ça passe. Mais qu'elle en mette une à Beerus, ça remet pas mal de choses en cause. À la limite, si on s'était trouvé à la fin de Dragon Ball Super, je suis sûr qu'ils auraient fait perdre Beerus. J'en suis sûr et certain, j'en mets ma main à couper. Mais là, on va dire qu'on est en plein milieu de Dragon Ball Super, et ils ne pouvaient pas se le permettre. Bon, au final, les séparations, les au revoir sont très sympathiques. Bien sûr, on est loin des moments émouvants du départ de Mirai Trunks dans l'épisode 67. Et ce n'était pas le but d'en arriver là. C'était juste pour clôturer une belle rencontre entre ces deux animés, ces deux œuvres. Et c'est vrai qu'ils ont voulu jouer la case de l'excès humoristique, avec Vegeta qui est accroché sur sa branche et qui dira qu'il n'affrontera plus jamais un combat de gag manga car c'est peine perdue. Bon, je pense que vous l'avez compris, c'est un épisode qui m'a séduit, et qui d'ailleurs, je vous en ai pas parlé, m'a séduit sur sa qualité visuelle, sur sa qualité audio. J'ai trouvé que tout cela était très réussi. Encore une fois, c'est le deuxième hors-série, et en plus d'affilée, dans laquelle la qualité audiovisuelle est très réussie. Et vous vous rappelez tous de l'épisode 5 de Dragon Ball Super, qui était vraiment de la merde visuellement. Donc je suis content qu'on atteigne ce niveau-là dans les hors-séries, ce qui promet de très belles choses dans le déroulement de la série de manière canon, dans le déroulement de la suite de l'histoire. C'est bien que la série Dragon Ball Super s'impose ce genre de minimum de standard en termes de qualité technique. Mais également en termes de déroulement de l'épisode, vous l'avez aussi bien compris, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé tout ce qui s'est passé assez logique. Cet épisode-là était un bain de fraîcheur, de nostalgie, m'a rappelé la bonne époque de Dr. Slump quand c'était diffusé à la télé, et permet aux plus jeunes spectateurs, ou même aux plus vieux ayant un peu oublié cela, de se remettre en tête ce que Toriyama sait faire en premier avant de faire des combats, et c'est l'humour. Avant de vous laisser les devins, quelques mots sur l'épisode 69. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce que vous aimeriez comme vidéo de ma part concernant cet épisode 69. Pourquoi pas une vidéo hors série, tiens, je vous le dis ça un peu à chaud, qui aurait quand même pour discours de fond de discuter de l'épisode 69, mais de faire le lien avec tout ce que l'on a déjà eu dans la série, en termes de hors-série, qui était de qualité ou pas. Je pense que ça peut donner une vidéo très intéressante de discuter de cela ensemble, plutôt que de faire une review du futur qui aurait peu d'intérêt de fond. En tout cas les devins, je compte sur vous pour partager vos avis vis-à-vis de tout cela. N'hésitez pas à me laisser un j'aime d'encouragement si le fait de discuter comme cela des hors-séries de manière un peu plus détendue vous a plu. Si cet épisode vous a plu également, n'hésitez pas à laisser un gros j'aime. Je vous laisse sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker, la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci et à plus pour de prochains arts divinatoires.